Bienvenue, c'est le grand oral d'Annick Nguessan, présidente du prix Mondiapresse. Annick Nguessan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Annick Nguessan, le prix Mondiapresse est un événement de l'association Culture et Art Premier. C'est une association qui œuvre pour promouvoir, on va le dire, la solidarité. Il s'agit d'un prix symbolique, mais qui permet de mettre en lumière, on l'a vu il y a 2 ans, des personnalités médiatiques qui travaillent ici, mais aussi en Afrique et dans les Caraïbes. Et le 4 mai prochain, elles seront récompensées lors d'une cérémonie qui va se tenir dans une institution prestigieuse, j'ai nommé l'UNESCO, qui est un lieu de rapprochement entre les différentes cultures. C'est la seconde manifestation de ce type et qui intéresse en grande partie le monde noir. Je dirais pas que le monde noir qui intéresse le monde en général. Mais le monde noir en particulier parce que pour la première fois, il y a 2 ans, vous avez mis en valeur un certain nombre de personnalités médiatiques qui, elles, œuvraient ici, mais qui sont quelquefois totalement ignorées de leurs confrères et de leurs consoeurs de l'Hexagone. Tout à fait, Jean-Jacques. Mais je reviens justement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on met en avant les cultures africaines dans le monde. Et on met en avant les journalistes œuvrant dans des rédactions telles que France Télévisions, Canal+, Amina et bien d'autres médias qui travaillent en fait à la valorisation des cultures africaines. Et ces hommes et ces femmes ne sont pas forcément noirs, comme vous le savez. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous récompensons des journalistes de toute origine et de toute culture qui, ont tous comme but aujourd'hui et comme travail de diffuser et présenter les cultures africaines. Alors on va le dire autrement, qui œuvre aussi pour le monde noir. Ça c'est peut-être plus intéressant de le dire de cette manière. Qui font exister les cultures africaines. Oui. Des cultures africaines et caribéennes. Les cultures africaines et caribéennes, effectivement, parce qu'on retrouve aussi en Caraïbes, dans ces cultures, beaucoup de richesses africaines. Voilà. Pourquoi un jour vous avez décidé de créer cette manifestation, qui quelque part est originale dans notre paysage audiovisuel ? Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette manifestation ? Parce que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs manifestations et malheureusement, il manquait un peu cette touche de valorisation des cultures africaines. Je trouvais que ces événements étaient un petit peu, entre guillemets, ghettoisés. J'avais envie d'ouvrir et de faire exister ces cultures et de les présenter à des gens qui ne sont pas forcément de notre univers noir. Voilà, je pense que ça manque dans un marché qui se globalise, dans un monde qui s'ouvre, dans un monde métissé. Voilà, il faut s'ouvrir à l'autre et ce n'est pas parce qu'on vient d'une culture précise qu'on doit forcément rester entre nous et la consommer entre nous. Moi, je suis noire et j'adore la culture asiatique et lorsque je vais dans un restaurant asiatique avec mon conjoint et ma fille, écoutez, on a un plaisir à manger ces mets. Donc, pourquoi ne pas avoir aussi un plaisir pourquoi un blanc, pourquoi un asiatique, pourquoi des gens qui ne sont pas forcément de nos origines n'auraient pas un plaisir à découvrir nos cultures. Qui a cru en vous, d'abord ? Alors, qui a cru en moi, d'abord ? Écoutez, moi, sur ce projet, j'ai collaboré avec Bernard Chabot. Voilà, Bernard qui est l'ancien directeur du groupe Chevignon, qui a aussi dirigé des filiales telles que Valentino Fashion Group, Marzotto, avec un très 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 grand CV que j'avais eu l'occasion d'interviewer et qui finalement m'a suivi dans cette aventure puisqu'il s'est reconnu tout simplement dans cette recherche d'ouverture à l'autre, d'ouverture aux cultures différentes et donc on prend coucou Bernard, on prend un plaisir tout simplement à faire découvrir la culture africaine au monde entier, à des gens qui l'apprécient et qui ont envie de la faire exister avec nous. Voilà. Donc Bernard Chabot est venu, il a rejoint l'aventure et il a dit mais maintenant il faut aller plus loin. Il a dit il faut aller plus loin. Vous savez, dans la vie on apprend chacun les uns des autres et je dirais qu'il apprend de moi comme j'apprends de lui. Et il n'est pas de culture africaine, il est français de souche, Bernard. Donc il a beaucoup appris à travers toutes nos aventures de ce qu'était
l'Afrique. Et je suis très heureuse quand il me dit 4 ans plus tard, j'ai découvert tout votre continent et j'apprends encore à vous découvrir et je trouve ça merveilleux après toutes les expériences et voilà que j'ai pu vivre dans ma profession de directeur. Et qu'est-ce qu'il retient? L'esprit entrepreneurial qui préside un peu à la création de ce prix aussi? Qu'est-ce que Bernard retient? Oui. Le vivre ensemble, le partage. Mais le vivre ensemble, c'est un mot qui commence un peu à être galvaudé. Tout le monde l'utilise à tort et à travers aujourd'hui. Et... tout dépend comment vous appréhendez les deux termes. Vivre, la vie, et ensemble, les uns avec les autres. Oui. Donc c'est surtout ça qui compte, en fait. Être les uns avec les autres et continuer à vivre. Oui. Mais donc dans ce sens, je trouve qu'on peut tous l'utiliser et tous essayer de prendre exemple en maîtrisant mieux ces termes. Il y a l'esprit entrepreneurial d'un côté, et puis il y a le sens de l'intérêt général, j'imagine, de l'autre. Il y a ça, et puis il y a aussi une observation de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, une société où la jeunesse ne se reconnaît pas, où les minorités parfois ne se reconnaissent pas à travers les médias, où dès qu'on voit un nouveau noir... Les minorités ne se reconnaissent pas à travers les médias, ça c'est un point intéressant. Vous trouvez, Jean-Jacques? Oui. Bien écoutez, c'est juste une réalité. Quand vous sortez de chez vous, vous voyez pour moi un arc-en-ciel. Quand je sors de chez moi, je vois des gens de toute origine. Et quand j'ouvre ma télé, quand j'écoute la radio, quand je lis la presse, malheureusement, ça manque un peu, ça manque de tout cet arc-en-ciel. Et je trouve que cet arc-en-ciel, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait de notre société une société pleine de richesses. Et c'est peut-être un peu ça que vous voulez montrer à travers ce prix. Tout à fait. Tout à fait, oui. Parce que je suis une enfant de la diaspora. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Dans une école où j'étais la seule enfant noire. Donc forcément, quand vous arrivez, il faut vous intégrer. Donc il y a deux choix, soit vous vous marginalisez parce que vous avez l'impression d'être un peu étiqueté, soit votre identité, vous l'assumez et vous allez à la rencontre des autres. Et moi, depuis enfant, je vais à la rencontre des autres. Et j'adore toutes ces cultures. Quand j'étais en Sorbonne, j'avais des amis venant de pays différents, de Russie, d'Asie, d'Afrique, des États-Unis. Et on échangeait tous les uns des autres. Et c'est, je pense, à cette époque-là que je me suis posé la question de savoir comment leur faire consommer ma culture. J'apprécie en fait de consommer leur culture, j'apprécie de découvrir la pensée russe. Je me rappelle qu'à l'époque où j'avais accompagné une amie pour faire son stage à la pensée russe, une amie russe, et je me suis posé la question, je me suis dit mais Oksana, c'est vrai que je ne t'ai jamais fait découvrir ma culture à moi, en tant qu'ivoirienne, africaine, enfant de la diaspora. J'aimerais bien te faire manger un peu d'aloco, hein. Voilà comment leur faire manger l'aloco, comment les emmener dans nos restaurants, comment diffuser toutes les richesses qu'on apporte aussi à ce pays dans lequel on vit, qu'est la France, puisque vous retrouvez beaucoup d'entrepreneurs africains, d'entrepreneurs afro-antillais ici en France, qui lancent des business qui leur sont propres, qui sont peut-être autodidactes, mais qui le font, qui participent au circuit économique français. Mais le fait de ne pas le voir à travers les médias, je le ressens comme une violence. Et je pense que ces gens aussi peuvent le ressentir comme une violence. Pour que nos enfants puissent être fiers de la touche qu'on peut apporter à ce pays, je pense qu'il est très important que les hommes et les femmes des médias, que les médias aujourd'hui le valorisent. Un média a pour objectif de mettre en lumière, avec une déontologie, une objectivité. Vous dites quelque chose d'intéressant, la violence de l'absence d'image. C'est une violence parce qu'on parle beaucoup malheureusement en politique d'identité, on nous parle de ces migrants, de ces gens qui viennent de partout, c'est bien beau, mais si on ne les voit pas, on entend mais on ne les voit pas, c'est une violence. C'est une violence pour ces enfants qui, à 90%, vont se mettre devant leur écran et se dire c'est bizarre, on l'entend, mais on ne nous voit pas. Qu'est-ce qui se passe? On n'existe pas. Et si on n'existe pas, ces enfants, vous voyez, peut-être qu'un jour, ils vont tenir les bancs, comme on dit, ils vont tenir les murs
Et malheureusement, 90% de ces enfants migrants de la diaspora, on les retrouve dans les banlieues françaises. Et si ces enfants ne se reconnaissent pas dans le pays dans lequel ils vivent, dans le pays dans lequel leurs parents évoluent, travaillent, participent économiquement, comment voulez-vous que ces enfants se sentent intégrés? Parce qu'on parle là en politique d'intégration. Et on aboutit à ce qui se passe aujourd'hui, en grande partie à une radicalisation. On aboutit à un rejet. Vous savez, moi j'ai appelé ça à l'époque la double intégration. Vous avez les parents qui arrivent, mais si les parents ne sont pas intégrés, comment intégrer l'enfant? Puisque le temps que le parent va prendre à s'intégrer, c'est aussi du temps qu'il ne va pas passer à intégrer son enfant. Donc vous avez des enfants qui s'en sortent et qui finalement prennent à bras le corps le sort de la famille et qui, eux, jouent le rôle de l'intégrateur et qui intègrent par la suite grâce à leur réussite scolaire, grâce à leur réussite professionnelle, grâce à leur réussite sociale, le parent. Voilà. Mais il y a aussi 70% de nos enfants qui n'ont pas peut-être cette aptitude et qui du coup rejettent la société dans laquelle ils vivent, peut-être passent par la Turquie et puis ils vont faire autre chose. Oui. Et c'est ces enfants, c'est pour ce futur, je pense que c'est pour ces enfants qu'il faut se battre, c'est pour ces enfants que nous, hommes et femmes des médias, nous devons, aujourd'hui nous engager dans le changement. Voilà. Et ces hommes et ces femmes des médias qui œuvrent au changement, qui s'engagent, ils existent. Malheureusement, on n'en entend pas parler. Et avec le prix Mondia Presse, on avait cette envie, Bernard et moi, de les faire exister, de les montrer et de montrer leurs travaux. Voilà. Alors justement, ça c'est un rôle que vous donnez à ce prix Mondia Presse, qui pour moi est un rôle militant. Tout à fait. On milite. Pour le vivre ensemble, on milite pour faire exister ce qui existe déjà malheureusement, mais qui n'est pas vu. C'est-à-dire que vous militez pour des médias qui ne sont pas des médias jacos. Je veux dire par là, qui se contentent de répéter le discours ambiant, le discours dominant, le discours unique en quelque sorte. Je dirais que même dans les médias existants, il y a une petite touche aussi de valorisation. On milite pour que cette petite touche devienne un petit peu plus grande. On milite pour que de nouveaux médias, que ce soit au niveau numérique, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de la presse écrite, que ce soit au niveau de la télévision, on lutte tout simplement pour que ces médias soient reconnus, pour que les travaux des producteurs, des réalisateurs, des concepteurs derrière soient reconnus, pour qu'ils puissent vivre, surtout vivre de leur travail. Parce que de cette reconnaissance participe aussi l'audimat, l'augmentation, participe aussi la volonté d'annonceurs et de publicitaires de suivre ces chaînes, de s'engager auprès de ces médias, de leur permettre un réel développement, leur permettre d'embaucher des animateurs compétents. Voilà. Donc ces compétents... Leur donne des ouvertures, leur donne des fréquences. Vous savez, un média de toute façon, oui, voilà, un média vit grâce à ses annonceurs et ses publicitaires. Et pour avoir les annonceurs et les publicitaires avec vous, il vous faut l'audimat, il vous faut les téléspectateurs derrière. Si vous êtes une radio, il vous faut les auditeurs. Si vous êtes une presse, il vous faut les lecteurs. Voilà, mais il faut aussi que les instances de régulation, on est bien d'accord, donnent ce qu'ils doivent donner pour permettre à chacun de s'exprimer, de s'ouvrir. Avant même de s'exprimer, je dirais plus que ça, il faut du fond. Et pour avoir le fond, justement, des contenus que le public va apprécier, il faut une formation. Et aujourd'hui, on retrouve énormément d'autodidactes. Et je dirais que le fait d'être un autodidacte dans les médias n'est pas une tare. Non, c'est pas une tare. D'ailleurs, il y a des exemples célèbres. Hein. Ah bah oui, voilà. Oui, moi je travaille avec beaucoup d'hommes et de femmes des médias qui ont cet engagement en fait dans le cœur et qui ont vraiment envie de pousser, qui ont appris sur le tas, qui connaissent ces cultures parce qu'ils sont eux-mêmes issus de ces cultures. Et puis comme on dit... voilà, ces gens sont plus à même de parler de ces cultures qu'un journaliste qui n'y connaît rien et qui restera peut-être sur une base très théorique, très scolaire. À côté de ça, moi je parle de fond parce qu'effectivement, on est dans des médias aujourd'hui un peu balbutiants, pour dire les choses telles qu'elles sont, qui rentrent un peu dans un schéma de répétition. Voilà, c'est assez monochrome. Voilà, alors qu'à côté de ça, vous avez des créatifs qui proposent vraiment des programmes de fond avec une recherche multiculturelle très intéressante et qui ont un œil vraiment ouvert sur la société. Et quand je parle d'œil ouvert sur la société, je me réfère à cet arc-en-ciel.
à cette épicerie maghrébine, à ce Pakistanais qui nous vend quelques cacahuètes, absolument, à cet Africain qui va peut-être ouvrir son restaurant dans le 18e arrondissement, ou à cet Antillais qui rouvre un salon de coiffure pour les femmes. Les femmes noires. Ou à cet homme qui grille du maïs sur le bord du chemin et qui nous apprend quelque chose de sa culture, finalement. Effectivement, oui. Et autre chose aussi très importante, vous avez, quand on parle de publicitaires et d'annonceurs, toute cette partie aussi de de marketeurs, je dirais, de ces dirigeants de nouvelles sociétés de cosmétiques. Je citerai une marque avec laquelle on travaille, qui est Laura Sims, Marie-Angèle Jandia, je te fais un gros bisou, je t'aime beaucoup. Voilà, des gens qui ont vraiment ce besoin peut-être d'outils de communication. Vous savez, quand vous êtes une marque, vous avez besoin de ces médias pour pouvoir diffuser, vous avez besoin de ces médias pour pouvoir faire consommer en fait les produits que vous valorisez. Et c'est grâce à la promotion à travers ces médias que votre chiffre d'affaires peut augmenter, que vous pouvez développer d'autres secteurs. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, et si ces médias n'ont pas les moyens de pouvoir diffuser les spots, payer justement ces entreprises, bon, on tourne un peu, voilà, c'est un cercle vicieux. Et la qualité et le business vont ensemble dans votre esprit. Voilà, je pense qu'on peut créer de nouveaux publicitaires, on peut créer de nouveaux investisseurs, de nouveaux annonceurs qui permettraient réellement à nos médias d'exister. Bien sûr, moi avec Bernard, on se positionne beaucoup sur le principe d'éducation au marché. Il le faut pour nos communautés, c'est long. C'est difficile parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup de chaînes de médias qui ont été créées sans réellement une technique et sans réellement une connaissance de ce qu'est un média. On ne dit pas qu'il faut que ces médias s'éteignent, on dit juste que pour que ces médias se développent, il leur faut des experts. Et il faut des correctifs. Et pour avoir ces experts, il leur faut des moyens. Pour avoir ces moyens, il leur faut de l'aide, il leur faut de l'écoute. Aujourd'hui, on est sur OM5. Je pense que voilà, c'est une belle chaîne existante. Voilà, ça fait aussi partie de ces médias qui ont aussi besoin d'annonceurs, de publicitaires, de nouveaux spots, mais qui ont aussi, bon, pas forcément peut-être, je ne connais pas le chiffre d'affaires de la chaîne, mais qui n'ont peut-être pas les moyens d'acquérir ces spots publicitaires. Peut-être penser à créer des mini-spots pour cette femme qui fait du cosmétique, ce nouvel entraîneur de sport. Voilà, peut-être penser à s'ajuster en fait aux moyens de ces communautés pour leur permettre en fait cet outil de communication. Et que l'État aussi lui permette de vivre, ouvre un peu les vannes de ces là, je dirais qu'il il faut pas se tromper, parce que quand vous parlez d'État, on va parler de médias publics, alors que là, non, on est quand même à 70% sur des médias privés. Mais c'est le régulateur, c'est le régulateur non, qui permet. Les médias n'ont rien à voir, je dirais, Jean-Jacques, puisque au jour d'aujourd'hui, même sur les bancs de l'école, on vous l'apprend, pour qu'un média existe et perdure, il faut des annonceurs et des publicitaires. Et les annonceurs et les publicitaires, ce sont pas les politiques. On est d'accord là-dessus, mais c'est les politiques qui donnent l'autorisation d'ouverture du tuyau, voilà, et qui disent, voilà, on vous l'accorde ou on vous l'accorde pas. Je vais rebondir dessus, Jean-Jacques, pour vous dire qu'aujourd'hui, écoutez, on a le développement de quelque chose d'extrêmement riche au niveau voilà, nouvelles technologies d'information. On a le numérique. Et aujourd'hui, cette donnée enlève toute excuse. Donc, il faut pouvoir l'utiliser et en faire quelque chose de beau, de riche, et qui permette à tous de pouvoir retrouver cet arc-en-ciel que l'on représente, vous, moi, avec toutes ces couleurs de peau différentes. Alors, quand vous me semblez avoir, pas seulement semblez, vous avez un discours qui est extrêmement fouillé, réfléchi sur cette question qui nous interpelle tous au travers de ce prix Mondiapresse. Vous avez réussi à drainer, à vous entourer d'un certain nombre de patrons de presse qui aujourd'hui croient en ce projet. Et quel discours ils vous tiennent quand ils vous entendent aujourd'hui? Alors, je vais vous rassurer, Jean-Jacques, je pense qu'ils y ont toujours cru. Et je pense que c'est juste une continuité. Vous savez, quand vous êtes devant quelqu'un comme Paul Nahon, créateur d'Envoyé spécial, qui a été aussi directeur des antennes d'Antenne 2, coproducteur d'Enquête exclusive sur France Télévisions,
Quand vous êtes en face de gens comme Denise Epoté, directrice de TV5 Monde, quand vous êtes en face de gens comme Hervé Bourges, quand vous êtes en face de gens comme Philippe Chevalier pour voilà l'aspect humoristique, ce sont des gens qui vivent. Vous savez, Philippe, par exemple, sa femme est malienne. Voilà, donc je pense que quand il rentre chez Philippe, donc du duo Las Palais et Chevalier, quand il rentre chez lui, forcément, il consomme cette culture, de par justement ce couple qu'il forme avec cette femme africaine. Quand Paul part en Afrique avec ses médecins, puisqu'il travaille aujourd'hui pour un organisme de médecins qui partent bénévolement chaque année effectuer des opérations gratuites dans des villages ou dans des pays du tiers-monde, il les rencontre, ces gens. Quand vous voyez des personnalités telles que Denise Epoté, qui est aussi la marraine du prix Mondia Presse 2016-2017, c'est la même chose. Je pense que quand quelqu'un comme moi arrive devant eux pour leur présenter un projet tel que celui-ci, c'est juste, je dirais, l'écriture de leur bataille. L'écriture de leur bataille, j'aime bien. Une continuité. Donc voilà, il faut garder un peu d'humilité et puis se dire, on œuvre tous, en fait. Il y a un petit bout, en fait, de nous qui a envie de valoriser l'autre, à travers peut-être aussi la culture dans laquelle nous sommes nés. Mais voilà, on n'a pas la science infuse. Moi, je ne pars pas du principe que je suis arrivée et que j'ai changé leur vie. Non, pas du tout. Non, je suis arrivée et on a échangé. On a parlé de nos engagements. Voilà. Et puis moi, je suis beaucoup plus jeune que ces gens. Donc, ce serait vraiment, je pense qu'ils m'ont plus appris tout au long voilà, de mon parcours. J'ai beaucoup appris d'eux, et c'est peut-être aussi l'existence de ces leaders des médias qui font qu'aujourd'hui j'ai peut-être eu cette pensée de diffuser, de valoriser, de mettre tout ça sur papier et de revenir les voir en leur disant voilà, c'est fait. C'est un condensé de vos luttes. Alors on l'a dit tout à l'heure, cette manifestation du 4 mai va se dérouler à l'UNESCO. Tout à fait. Le temple de la culture, le temple des échanges, etc. J'ai vu, puisque j'ai suivi un peu vos travaux, le nombre d'ambassadeurs qui entourent cette manifestation, qui s'en sont presque accaparés d'ailleurs. Écoutez, je vais sans doute me répéter, mais c'est le même principe que ces hommes et femmes, ces grands hommes et grandes femmes des médias. Vous savez, au niveau de l'Afrique, on a des représentants, que sont les ambassadeurs. Un ambassadeur, une ambassade, c'est un pays dans un pays. Quand j'ai envie de parler de la culture malienne ou ivoirienne, mon référent, c'est quand même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Quand je vais faire mes papiers pour aller voir mes parents au pays, je passe par mon ambassade. Quand peut-être si un jour j'ai un problème dans ce pays qui m'a reçu, peut-être qu'au niveau de l'ambassade, il existe des secteurs qui pourront me conseiller, m'appuyer en tant qu'enfant ivoirienne, enfant des terres d'Afrique. Donc je pense que c'était tout à fait logique d'en référer à nos représentants, de leur expliquer ce qu'on a fait, Bernard et moi, lors de la plénière du mois de décembre, devant les 54 ambassadeurs africains auprès de l'UNESCO, pour leur expliquer les démarches, les travaux qu'on engageait et tout simplement qu'ils soient informés, parce qu'il y a aussi un manque, ce sont des personnes extrêmement occupées, hein. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités et les gens pensent la plupart du temps qu'ils ne sont pas intéressés par les projets menés. Mais je pense que voilà, il faut un peu taper du poing. Moi, je tape beaucoup du poing, j'aime bien un peu pousser les portes. Pardon. Et j'y suis allée, j'ai pris rendez-vous, on a été appuyé par l'ambassadeur de Guinée. Par exemple, cette année, sur le prix Mondia Presse, on valorise les 5 premières ambassades africaines, que sont l'ambassade de Guinée, le pays lusophone qu'est l'Angola, avec l'ambassade d'Angola, auprès de l'UNESCO, l'ambassade de Côte d'Ivoire, représentée par son Excellence Monsieur Charles Gomis, Providence,
l'ambassadeur du Cameroun aussi, qui est représenté par, qui sera présent et qui nous a aussi appuyé, l'ambassade du Cameroun, qui a été l'une des premières ambassades sur la première édition du prix Mondia Presse, a appuyé nos travaux. Ils étaient présents lorsqu'on a organisé l'événement dans les locaux de France O, donc avec un représentant qui a témoigné pendant plus de 20 minutes justement des richesses de l'Afrique, en passant par des présentations de l'art culinaire, les différents secteurs de l'ambassade. Bon, c'était magnifique parce que ça ne s'était pas encore fait. Voilà, ils le font dans des événements assez privés la plupart du temps. Donc là, c'était vraiment l'occasion de les laisser s'exprimer au public, parce que ce public représente leur diaspora. Et ça, c'est important. Même outre leur diaspora, vous avez aussi d'autres personnes, des Asiatiques, des Français, qui sont intéressés en fait par ces pays et qui n'ont pas les informations qui leur viennent. Donc il était très intéressant aussi pour ces représentants de les informer. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, on est accompagné par donc, le Mali avec son Excellence Monsieur Omar Keïta, la Guinée avec son Excellence Monsieur Amara Camara, l'Angola avec son Excellence Monsieur Sita auprès de l'UNESCO. Que je n'oublie personne, donc le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et l'Angola. Voilà, et l'Angola. Voilà, donc chaque année, nous souhaitons mettre en avant 5 pays africains. Voilà, ou 4 pays africains et les dom-toms. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier aussi nos cousins qui font partie de notre histoire, avec lesquels nous avons un lien fort. Et on ne le montre pas assez aujourd'hui. Je pense que l'histoire a péché. Et que dans cette démarche, il faut unir. Et cette union, c'est de montrer que l'histoire des enfants d'outre-mer, l'histoire des enfants d'Afrique, voilà, ont un lien, on est scellés. Et donc on va prouver qu'on existe, et on va le prouver en acceptant les autres. Et c'est ça que le prix Mondia Presse veut mettre en avant aussi. Alors justement, le prix Mondia Presse, c'est combien de prix, combien de personnalités vont être récompensées, en tout cas citées ce soir-là? Alors le prix Mondia Presse, c'est cette année 5 prix, c'est 5 catégories. Donc nous récompensons le photojournalisme, le journalisme ou animateur télé, l'animateur radio, le web journalisme et, que je n'oublie rien, la presse écrite. Voilà, tout simplement. La nouveauté, c'est le photojournalisme, hein, tout simplement, parce que moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Je pense que ces reporters photos font un travail magnifique par l'image et que la plupart du temps, on les oublie quand on récompense. Et voilà, autant l'image que l'écrit, que la voix, restent pour moi des choses extrêmement valorisantes et qui méritent d'être récompensées. Voilà. Et dans la sélection, il y a aussi bien des personnalités africaines, qu'antillaises, écoutez, alors pour commencer, là c'est vraiment l'arc-en-ciel, on va pas. Hein, voilà. Ah oui, on a vraiment, c'est l'arc-en-ciel. Je vous invite justement à montrer cet arc-en-ciel parce que ces journalistes et animateurs sont magnifiques. Ils sont beaux. C'est cet arc-en-ciel dont je vous parlais quand vous sortez de chez vous. Et c'est un honneur d'avoir un panel tel que celui-ci, voilà, cette belle blonde, ce beau brun, cet homme noir, ce métis, cette antillaise, voilà, des gens comme Laura Baudy par exemple, si je dois citer les noms et non pas les couleurs de cheveux ou de peau, voilà, Laura Baudy, Philippe Pandou, Ariel Cyriel du groupe Ushuaïa, Katia Barrio, journaliste sur M6, oui, Karine Guioc. Karine Guioc, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Donc Karine Guioc et bien d'autres, hein, Grégory Proch. Voilà, j'ai juste envie de leur dire merci, puisque là on est sur la première édition. Et le but, on commence tous petits. Et il faut aimer commencer petit parce qu'on apprend beaucoup de l'humilité hein, quand on est tout petit. Et on grandit tous ensemble. Voilà, c'est la base de tout. Grandir, mais ensemble. Merci Annick Nguessan. Bienvenue. C'était le grand oral d'Annick Nguessan, présidente du prix Mondia Presse qui sera remis à l'UNESCO ce vendredi.
Merci de votre attention.